est Bernard Cortet, je suis rhumatologue à Lille et également président du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire organisé par la FLAR et sous l'égide de l'ARS Hauts-de-France, consacré à l'ostéoporose et destiné aux professionnels de santé travaillant dans les établissements médico-sociaux. L'ostéoporose constitue, par rapport à ces établissements, une porte d'entrée, si je puis dire, importante, via notamment la fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui peut occasionner une perte d'autonomie assez importante. Et d'autre part, indépendamment de cet élément, les caractéristiques même des patients qui sont accueillis dans ce type d'établissement sont, même s'ils n'ont pas à proprement parler de problème d'ostéoporose qui les amène à être amenés dans ce type d'établissement, ils peuvent avoir des facteurs de risque de l'ostéoporose. Donc, c'est particulièrement important d'apporter les informations pertinentes dans ce cadre. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des participants. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au premier orateur, le professeur Julien Pacou, qui va vous présenter deux types de filières fractures au CHU de Lille, soit chute, soit fracture. Et je tiens également à dire qu'il y aura une petite inversion pour des soucis de cohérence du programme, que le deuxième intervenant sera le docteur Thévenot de Laon et que le professeur Bloch interviendra bien évidemment, mais après ces deux premières communications qui ont un lien assez logique. Donc Julien, c'est à toi. Merci beaucoup au professeur Cortet pour cette introduction. Merci à la FLAR et à l'ARS pour l'organisation de ces journées concernant l'ostéoporose. Je vais essentiellement parler de la filière fracture, puisque je connais moins bien la filière de la chute, qui est coordonnée par mes collègues gériatres. Mais ces deux filières travaillent en bonne entente avec des collaborations au quotidien, c'est indispensable. Concernant mes liens d'intérêt, voici. Donc, la création des filières fractures, c'est un modèle de prévention secondaire des fractures ostéoporotiques. Donc, c'est quelqu'un qui s'est déjà fracturé, on le prend en charge et le but, c'est d'éviter notamment la refracture. Et ça part d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de prise en charge globale de l'ostéoporose, et en particulier après la survenue d'une fracture. Ce qui est connu et bien documenté, c'est que malheureusement, chez quelqu'un de 50 ans ou plus qui chute et qui a une fracture, il faut bien sûr évoquer l'ostéoporose, mais on sait que malheureusement, cet événement fracture modifie peu la prise en charge de l'ostéoporose, qui est difficilement compréhensible. Et on a estimé en 2012 que parmi les plus de 150 000 patients de plus de 50 ans hospitalisés pour une fracture en France, hommes et femmes confondus, comme vous le voyez ici, malheureusement, très peu d'entre eux ont bénéficié d'une prise en charge de l'ostéoporose, qui consiste à réaliser le plus souvent une ostéodensitométrie. Donc, à 12 mois de cette prise en charge de la fracture, seuls 5% d'entre eux avaient bénéficié de cet examen, qui est pourtant notre outil de dépistage et de diagnostic principal. Et très peu d'entre eux avaient bénéficié de la mise en place d'un traitement anti-ostéoporotique, encore une fois, au cours des 12 mois suivant la fracture, 15%. Donc, à partir de ce constat et à partir d'autres constats au niveau international, il y a eu la création, il y a déjà une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine d'années, la création de systèmes de prévention secondaire des fractures ostéoporotiques et qu'on appelle les filières fractures. En gros, l'organisation des filières fractures, c'est ce qu'on a ici. Vous êtes un patient avec un passage aux urgences en raison d'une fracture. Il y a globalement deux circuits possibles. Soit il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas d'hospitalisation, et donc c'est une prise en charge en ambulatoire et une sortie des urgences. Soit vous avez la nécessité d'être hospitalisé et vous allez en traumatologie. Donc c'est ce qu'on appelle l'identification des patients. Et cette identification se fait le plus souvent par le biais d'une infirmière qu'on appelle l'infirmière de contact ou l'infirmière coordinatrice de ces filières. Et globalement, elle identifie les patients, soit en les voyant directement, soit les appelant par téléphone, pour leur proposer de réaliser des investigations et pour les informer par rapport à l'ostéoporose. Donc ces filières fractures, avec cette coordinatrice, c'est ce qu'on appelle les 5 I. Au mieux, il y a l'identification, les investigations avec l'ostéodensitométrie, l'information, et au mieux du mieux,
il y a l'initiation du traitement qui se fait par la filière et le suivi des patients également dans le cas d'une filière. Cette infirmière travaille bien entendu avec des médecins s'occupant de la prise en charge de l'ostéoporose et notamment des rhumatologues. Bien entendu, le fonctionnement et l'organisation d'une filière se fait en fonction des acteurs dans un centre hospitalier donné, qu'il soit privé ou public. Certains de ces centres hospitaliers ont également des services d'orthogériatrie qui se consacrent à la prise en charge des patients les plus âgés, plus particulièrement après fracture de hanche. Et comme je vous le disais, par exemple, nous collaborons également avec le service de gériatrie au Batelier ici à Lille, avec la filière de la chute et les patients les plus âgés, chuteurs à répétition, on les envoie bien volontiers au Batelier. Il y a également une coordination qui doit se faire avec le médecin traitant. Le suivi peut se faire par le médecin traitant. L'initiation du traitement peut se faire également par le médecin traitant. Et les autres acteurs de santé qui veulent bien participer sont également les bienvenus dans le fonctionnement de ces filières. Mais le point commun, c'est la fracture aux urgences, l'identification et la prise en charge. Ces filières fractures sont vraiment très importantes et il en existe plus d'une cinquantaine déjà en France. Mais l'élément essentiel dans ces filières, c'est l'infirmière de coordination. Nous, on a une attachée de recherche clinique, ce n'est pas une infirmière. Ça peut varier, mais le plus souvent, c'est une infirmière. Il faut savoir qu'il y a différents types de filières fractures, avec 4 grands types de structures de prévention secondaire des fractures de fragilité. L'idéal, c'est ce dont on a parlé avec les 5 I, c'est ce qu'on appelle les filières de type A, identification, information, investigation et initiation. Il y a les types B, C, D, et malheureusement, au plus on descend dans les lettres, au moins il y a de choses réalisées. Par exemple, dans les filières de type D, c'est une identification et information des patients, mais la littérature montre bien que les plus efficaces, c'est A et B, quand les investigations sont réalisées dans la filière, et encore mieux quand le traitement est débuté par les gens de la filière. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant. Et FLS, ça veut dire fracture liaison de service en anglais, ce sont les filières fractures. C'est efficace, et globalement, il y a le cercle vertueux de ce qu'on appelle la filière fracture avec le système de santé. Le but, c'est qu'il y ait moins de refractures après la prise en charge, après cette première fracture, moins de réadmission par la suite, plus d'autonomie conservée et moins de patients dépendants, allant notamment dans des structures spécialisées, et avec des bénéfices également en coût de la santé par la mise en place de ce type de filière fracture. Et encore une fois, la nécessité que le médecin traitant, les acteurs de terrain en ville, soient impliqués dans le fonctionnement de cette filière. Donc, les paramètres qui permettent d'évaluer l'efficacité des filières, c'est globalement le taux d'ostéodensitométrie. Donc, ces filières sont efficaces. Elles montrent que par rapport à une prise en charge classique dans une structure hospitalière sans filière fracture, il y a une augmentation du taux d'ostéodensitométrie réalisé. Ce type de filières, quand elles sont suffisamment performantes, permettent également de diminuer le risque de refracture. Certaines filières sont également efficaces, et c'est aussi le cas des services d'orthogériatrie, en termes de mortalité, en diminuant la mortalité dans certaines études, et également pour les coûts de santé, ces filières sont intéressantes. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui permet d'éviter des fractures, et le coût des fractures évitées permet d'avoir un système qui est tout à fait rentable si on parle uniquement d'un point de vue économique, même si on est bien d'accord que ce n'est pas le critère principal en ce qui nous concerne. Si on doit regarder ensemble juste un élément qui permet d'attester de l'efficacité de ces filières, c'est une fois que le traitement a été débuté par les filières fractures, c'est de savoir si ce traitement anti-ostéoporotique va perdurer dans le temps. Quand je parle de traitement anti-ostéoporotique, je parle de la classe thérapeutique principale, par exemple les bisphosphonates. On considère que la supplémentation vitamino-calcique n'est pas un traitement de l'ostéoporose en soi. Quand on regarde en France ce qu'il en est en termes de persistance des traitements anti-ostéoporotiques, c'est-à-dire on débute un traitement et c'est le temps que ce traitement est pris. Pour les traitements oraux biphosphonates, on espère que ces traitements seront pris pendant 5 ans. Pour les traitements intraveineux, on espère que ces traitements seront pris pendant 3 ans pour avoir une pleine efficacité. Malheureusement, quand on regarde déjà à 1 an après l'initiation d'un traitement, et ici c'est tous les traitements de l'ostéoporose, les bisphosphonates, mais également les autres qui sont moins prescrits, qu'en est-il? On sait malheureusement que dans la vie courante, en analysant les données de santé françaises, un patient sur 2 aura déjà arrêté son traitement anti-ostéoporotique 1 an après l'avoir débuté, ce qui est assez décourageant, il faut bien l'avouer.
ce qui montre que la persistance des traitements, notamment de l'ostéoporose, n'est pas optimale. Donc, ce que permet notamment une filière fracture, c'est d'améliorer la persistance de ces traitements. Et je vous montre par exemple un résultat que nous avons réussi à obtenir avec la filière fracture du CHU de Lille, où nous avons initié un traitement chez 275 patients et nous avons regardé à 1 an, sachant que nous les suivons, ces patients, le taux de patients qui étaient toujours sous traitement. Donc, vous vous souvenez, c'était moins d'1 sur 2 dans la pratique générale, et avec une filière où les patients sont monitorés, sont chouchoutés, sont suivis de près, on arrive à une persistance qui est meilleure, on est à 84,1% de taux de persistance à 1 an. Et juste pour vous montrer la diapositive précédente, c'est un petit peu ce qu'on a fait pendant 3 ans. C'est le nombre de patients qui ont été identifiés au CHU de Lille pour une fracture et qui ont donc bénéficié d'une évaluation par notre coordinatrice, c'est 1224. Malheureusement, les patients d'aimants notamment ne sont pas éligibles à cette filière. Quand on demandait si les patients acceptaient de revenir, malheureusement, un grand nombre d'entre eux refusent et ne voient pas le bénéfice d'être pris en charge pour leur ostéoporose. Et certains qui acceptent, malheureusement, ne viennent finalement pas au rendez-vous. Il y a aussi un certain nombre de patients qui décèdent dans l'intervalle. Mais quoi qu'il en soit, sur 3 ans de fonctionnement de notre filière, nous avons reçu 380 patients en consultation et nous avons pu mettre en place un traitement dans un certain nombre de cas. Et c'est ce que nous avons vu avec ce qui était illustré par le taux de persistance dans cette filière. Donc, c'est juste l'un des éléments que je voulais vous montrer qui permet d'évaluer le bénéfice et l'efficacité du fonctionnement d'une filière fracture. Pour terminer, après vous avoir exposé quelques éléments sur le fonctionnement d'une filière fracture et vous avoir donné une perspective un petit peu plus large sur ces filières fractures, il y a autant de filières fracture que de centres hospitaliers en France ou de par le monde, mais il y a toujours un élément commun, c'est la locomotive. Et la locomotive, c'est toujours la personne qui coordonne ces filières fracture. Et le plus souvent, c'est une infirmière qui a bien du mérite. Ce travail n'est pas toujours évident. Un grand merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très, très claire et très didactique. Le professeur Pacou va devoir nous quitter car il a quelques obligations puisqu'il va devoir se rendre en consultation. Donc là, je ne vois pas apparaître de questions. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et je lui transmettrai par SMS et je vous donnerai sa réponse. On posera plutôt les questions à la fin, mais s'il y avait des questions avant, on peut quand même y répondre, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, pour ce qui concerne les futures présentations, à également poser les questions qui vous paraissent importantes. Et on verra un petit peu à l'étrier, mais on pourra répondre à certaines d'entre elles, encore une fois, juste après les exposés. Est-ce que peut-être un des membres du panel souhaite poser une question au professeur Pacou avant qu'il ne disparaisse? Oui, bonjour à tous et à toutes, Séverine Labouge, je dirige le groupe hospitalier Saut-Bourdin. Je me demandais si vous avez des études quant aux réhospitalisations éventuelles suite à une chute et une fracture, parce que vous avez évoqué cette possibilité-là. Est-ce que vous avez des études, des statistiques, à quelle fréquence il arrive qu'il y ait à nouveau une chute et une fracture? Alors, merci pour votre question. En fait, déjà, quand on voit les patients qu'on inclut pour une première fois dans la filière fracture, on les interroge sur les antécédents fracturaires. Et en fait, on constate qu'environ un tiers d'entre eux, voire la moitié dans certaines études, ont déjà présenté un épisode fracturaire préalable, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été identifiés ou repérés précédemment. Ce qui illustre bien la nécessité de mettre en place ce type de filière fracture pour resserrer les mailles du filet, prendre en charge les patients qui le nécessitent. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. Bonne consultation et peut-être à tout à l'heure, si je puis dire, par question interposée. Et donc, Merci, sans plus attendre, on va donner la parole au docteur Corinne Thévenot, qui travaille à l'hôpital de Laon, qui a un intérêt depuis de nombreuses années en ce qui concerne l'ostéoporose, si je puis dire, sous toutes ses formes, et qui a mis en place une procédure extrêmement intéressante à l'hôpital de Laon, dont elle va maintenant nous parler. Bien, merci Bernard. C'est avec plaisir que je vais vous présenter le travail que nous effectuons effectivement depuis 2008, ça fait longtemps. L'originalité de notre filière, je ne reviendrai pas sur le principe. Un grand merci à Julien qui nous a brossé un tableau parfait.
c'est que nous sommes en même temps un programme d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique était employée à titre de moyens thérapeutiques et d'aide à la prise en charge. En 2 mots, notre filière, nous repérons des patients déjà fracturés par les urgences, par l'orthopédie. Et ensuite, une de nos infirmières, cheville indispensable au fonctionnement, je co-signe, contacte les patients et leur propose un passage qui actuellement se fait en ambulatoire, donc en hôpital de jour, où les patients arrivent avec leur densitométrie, un bilan biologique. Ils rencontrent le médecin, donc en général moi. Ils rencontrent une diététicienne, ils ont un entretien. Ils rencontrent une infirmière formée à l'éducation thérapeutique pour un entretien autour de l'ostéoporose. Et puis, quand ils ont plus de 70 ans, de principe, ils rencontrent un gériatre pour un bilan cognitif, bilan de fragilité. Voilà. Ensuite, nous nous réunissons tous ensemble en réunion de synthèse et nous voyons ensemble quels seraient les besoins du patient, qu'est-ce que nous pensons qui serait bien pour lui. Et les patients sont revus en consultation, donc par mois. Je les revois également à 3, 6 mois, 1 an plus tard. Pour revenir sur quelques chiffres, Julien avait évoqué la difficulté de réunir les patients. À titre d'exemple, par rapport aux patients qui nous sont signalés, nous n'en voyons que 1 sur 6 au bout du compte. Parce qu'au départ, soit la fracture n'est pas ostéoporotique, ensuite on n'arrive pas à les joindre, ensuite ils ne veulent pas, ensuite ils veulent bien mais ils ne viennent pas. Bon, ça c'est du classique dans des filières, donc c'est vrai qu'il y a un gros travail derrière tout ça. Le point intéressant, c'est en quoi l'éducation thérapeutique est-elle utile. Et la filière, Julien nous en a bien parlé. L'éducation thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de mesures qui est préconisé par la HAS, qui en fait un droit opposable, qui vise à acquérir des compétences, d'une part d'auto-soin, d'autre part de mise en sécurité. Si on prenait par exemple le diabète, ces mesures s'adaptent aux maladies chroniques. Compétences d'auto-soin, ce serait savoir faire ses injections soi-même. De mise en sécurité, savoir adapter sa dose d'insuline, par exemple, sans se mettre en danger. En matière d'ostéoporose, il y a tout un tas de compétences qu'il est besoin d'acquérir. Il y a des traitements qui se font en injection, et effectivement, les patients, on peut leur apprendre. Il y a tout un tas de compétences autour de la prévention des chutes, autour de l'adaptation de la maison pour la prévention des chutes, des compétences également autour de l'alimentation, l'équilibre alimentaire, l'équilibre calcique, autour des médicaments. Il y a des simplifications maintenant, mais comment bien prendre ces médicaments, à quel rythme et à quoi sert le médicament. Ensuite, l'exercice physique, à quoi ça sert, quels sont les exercices intéressants, etc. etc. On agit un petit peu sur tous ces tableaux, aussi bien en entretien individuel qu'en atelier collectif avec plusieurs personnes, ce qui a l'intérêt de booster les gens. Et c'est très intéressant pour eux de parler avec d'autres gens de ce qui leur arrive. Il y a 2 choses très, très importantes. C'est que ces techniques nous permettent d'avoir une meilleure observance. C'est-à-dire que les gens se sentent peut-être davantage entendus, ils ont une meilleure approche de la maladie, ils comprennent mieux ce que c'est et ils comprennent un petit peu mieux pourquoi on les emmène dans cette direction. Maintenant, quelqu'un qui sait que c'est bon pour lui de faire l'exercice physique, comment il va le faire? C'est là qu'arrive en éducation thérapeutique la notion d'entretien motivationnel ou de motivation. En fait, on cherche les motivations des gens et on cherche ce qui pourrait les aider à mettre en place les thérapeutiques qu'on leur propose et les mesures, qu'elles soient hygiéniques, alimentaires, oui, et puis exercice physique. Et tout ça, c'est un travail. Les patients peuvent être revus quand on estime que c'est nécessaire en entretien diététique, par exemple, ou en entretien général. Et en termes de consultation médicale, pour l'observance, c'est très, très important. Je crois que tout ce travail a moins de sens si on ne revoit pas les gens pour vérifier que les traitements sont bien pris, qu'il n'y a pas d'oubli, et aider les gens à trouver des façons de ne pas oublier. Il faut vraiment les accompagner. On n'a pas mesuré, comme Julien nous l'a proposé, le taux de maintenance des traitements.
notre impression, c'est qu'on arrive à accompagner quand même pas mal de gens. Pour ce qui est de l'observance également, une particularité qu'on a, mais je pense que beaucoup de centres le font, pour les traitements intraveineux, nous avons un listing et nous recontactons les gens avec leur accord, bien sûr, ce qui fait que les perfusions ne sont pas oubliées, parce que un an, ça passe vite, puis on n'a plus trop la date. Les médecins traitants qui, bien sûr, sont tenus au courant de toutes les étapes, ça c'est évident, ils ont beaucoup de choses à faire et ils ne peuvent pas toujours le faire. Donc, nous avons un accompagnement à ce niveau-là également. Voilà, puis la filière s'ouvre un petit peu aux demandes, le bouche à oreille. Voilà, après, ça fait un petit peu tâche au bon sens du terme. Voilà, donc l'éducation thérapeutique est quelque chose qui vraiment, pour toutes les maladies chroniques et pour l'ostéoporose, a une vraie utilité. Et c'est un petit peu l'intérêt de ce que je pourrais vous dire, en plus de la filière qui est comme elle est, mais chaque filière est différente. Voilà. Donc, voilà, je pense que je n'ai rien de plus à vous proposer. Merci beaucoup, Corinne, hein, pour cette communication très, très complémentaire par rapport à celle de Julien. Ce que tu dis, évidemment, est particulièrement important parce que, on sait, tu l'as dit, tu as donné l'exemple avec le diabète, d'une façon générale, dans le domaine des maladies chroniques, le problème d'adhésion au traitement est un vrai problème et peut-être c'est encore plus criant et on a des statistiques à l'appui dans le domaine de l'ostéoporose. Partant du principe que, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on leur donne un traitement et après, comme tu l'as souligné, les modalités de prise de certains traitements sont relativement drastiques. Donc, tout ceci nécessite un temps important, d'explication et donc des structures comme les tiennes sont bien évidemment particulièrement utiles. C'est pas un médicament qu'on va donner sur un coin de table, débrouillez-vous, ça c'est la meilleure façon pour que ça ne fonctionne pas. Avant de donner la parole peut-être à certaines ou certains qui souhaitent poser des questions, il y avait une question par rapport à la communication précédente de Julien, donc je vais me permettre d'y répondre parce que ce n'était pas forcément spécifiquement en droite ligne de son exposé. Donc, une dame a fait une fracture de vertèbre pour laquelle elle a été hospitalisée, après quoi elle est suivie en rhumatologie et donc elle s'interroge quant à savoir s'il faut, entre guillemets, qu'elle rentre dans une filière puisque on ne lui en a pas parlé. Alors, en fait, il y a peut-être un point qui n'a pas été suffisamment précisé, c'est que toutes ces structures ont été mises en place compte tenu du fait qu'on s'aperçoit que la prise en charge de l'ostéoporose est loin d'être optimale. Et donc, le but était d'essayer, par rapport aux patients, notamment qui étaient hospitalisés, de faire en sorte qu'un traitement soit mis en œuvre et que celui-ci soit suivi. Et Julien a présenté tout à l'heure les chiffres de l'assurance maladie qui montrent que, peu de patients ou patientes sont traités et que l'observance n'est pas bonne. Donc, c'est dans cet état d'esprit. Mais pour cette patiente qui est suivie par un rhumatologue qui est bien suivi, l'essentiel, c'est qu'elle soit suivie, qu'un traitement ait été engagé, que celui-ci soit suivi correctement, qu'on évalue régulièrement l'intérêt de ce traitement, la tolérance, etc., etc. Donc, ça n'a pas d'incidence particulière, on peut la rassurer quant au fait qu'elle ne soit pas incluse dans une filière. Y a-t-il, avant de donner la parole au professeur Bloch, des questions éventuellement des membres du panel? On va s'en tenir là pour l'instant, mais nul doute qu'il y aura des questions après. Donc, comme je viens d'indiquer, je vais donner la parole au professeur Bloch, collègue gériatre. Donc, il est clair que les gériatres ont un rôle très important à jouer dans la prise en charge de l'ostéoporose, dans la mesure où la quasi-totalité, en tout cas la totalité des fractures non vertébrales, surviennent consécutivement à une chute. Donc, dans un autre webinaire, le professeur Puisieux a présenté un petit peu la problématique de la chute, mais là, il va nous donner des éléments très, très précis quant à l'aide que peuvent apporter les nouvelles technologies, justement pour réduire la fréquence de ces chutes. Merci beaucoup. Voilà, donc je viens de partager ma présentation. Donc, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler justement de ces nouvelles technologies pour réduire les chutes. Parce qu'effectivement, les chutes, c'est l'un des principaux accidents de la vie courante des personnes de plus de 75 ans. On considère qu'une personne âgée de plus de 65 ans sur 3 va chuter dans l'année et que ça la représente 50% des plus de 85 ans. Surtout, ça entraîne plus de 10 000 décès par an, ce qui en fait un vrai problème de santé publique.
Au-delà de cette mortalité, les chutes sont aussi responsables de nombreuses complications, au premier lieu desquelles les fractures dont on vient de parler, mais seuls 6 à 8% des chutes sont responsables de fractures et il y a d'autres complications graves dont il faut tenir compte. Tout d'abord, les conséquences psychomotrices. Elles sont malheureusement fréquentes et sous-évaluées. Et dans cet ensemble, on va mettre les syndromes post-chute, les syndromes de peur de chuter, la désadaptation psychomotrice ou les dysfonctionnements sous-corticofrontal. C'est également une problématique de complications liées au maintien prolongé au sol, parce que plus une personne va vieillir, plus elle va avoir des difficultés à se relever seule. Et ce maintien prolongé au sol va être source de nombreuses complications, des complications de décubitus, des complications liées à l'immobilisation. Et des études ont montré qu'un maintien prolongé au sol de plus d'1 heure multipliait par 2 quasiment le risque de décès dans l'année. Donc, on voit bien qu'il y a des mesures à prendre pour éviter toutes ces complications. Et il y a une place pour les nouvelles technologies dans la prise en charge de ces chutes. Et à 2 niveaux, elles peuvent intervenir, ces technologies. Il y a d'une part les technologies pour prévenir les chutes, et on va parler dans ce cas-là de tout ce qui permet de réduire les facteurs de risque dits extrinsèques de chute, mais également tout ce qui permet l'activité physique, qui est un bon moyen de prévenir les chutes. Les autres technologies, ce sont des technologies qui ne vont pas directement prévenir les chutes, mais qui vont détecter la chute et justement empêcher les maintiens prolongés au sol. Donc, on vient de voir, ont de nombreuses conséquences. Et ces technologies, elles peuvent être soit actives, soit passives, et elles peuvent permettre de détecter les chutes à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour ce qui est des aides techniques à l'aménagement, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les low technologies, par opposition aux high-tech, c'est-à-dire des technologies plus simples, plus abordables et moins coûteuses, mais qui peuvent permettre justement de développer des aides techniques à la marche, comme des déambulateurs ou des cannes, ou du matériel pour le domicile, pour aménager des zones qui sont particulièrement à risque de chute, comme les salles de bain ou les toilettes. On peut aussi faire appel à la domotique, ce qui permet d'assurer la sécurité des personnes âgées, mais de toute personne qui le souhaite. Et là, on peut parler de chemins lumineux, d'éclairage automatique ou de fermeture automatisée de volets. Alors évidemment, cette domotique, elle peut facilement s'intégrer dans des programmes neufs, mais c'est plus complexe quand l'habitat est ancien ou que l'électricité est vétuste, et évidemment, ça augmente largement le coût de l'installation. Pour ce qui est de l'activité physique adaptée, il y a une large place qui est faite à la rééducation en réalité virtuelle. Cela permet de standardiser les exercices, de simplifier l'accès à certaines personnes âgées. Ça permet aussi d'avoir un feedback, c'est-à-dire un retour sur l'effort ou l'activité qu'on a faite, ce qui a montré un réel bénéfice. Et évidemment, ces technologies-là ne doivent pas se substituer aux thérapies conventionnelles. On trouve également tout ce qui est serious game, qui permet de faire de la rééducation en alliant à la fois le ludique et le pédagogique. Alors, si on passe dans le champ de la détection, on va retrouver ce qu'on peut appeler la grand-mère des technologies, puisqu'elle existe depuis plus de 30 ans, c'est la classique téléalarme. Et cette téléalarme, elle va nécessiter la participation active de la personne avec soit un bouton poussoir, soit un pendentif. Et souvent, c'est un matériel qui est jugé simple et robuste, d'utilisation facile, mais parfois trop stigmatisant ou trop médical, ce qui fait qu'on l'oublie dans le tiroir ou sur la table de nuit. C'est donc important de réfléchir à trouver un bon compromis entre quelque chose de non stigmatisant, mais qui garde une bonne visibilité, une bonne compréhension de son usage et qui soit bien placé, et quelque chose qui soit trop intégré et dont on pourrait oublier sa fonction d'appel.
Avec cette téléalarme classique, on fait aussi face à un vrai problème de compliance, puisque ce sont tous des appareils qui nécessitent la participation du sujet pour déclencher le système, et donc ils montrent leurs limites en cas de troubles cognitifs, en cas de malaise ou si la personne ne veut pas déranger. Ce qui fait que ça peut donner un faux sentiment de sécurité, et ce qu'on constate, c'est que trop peu de ces téléalarmes sont utilisées en cas de chute chez des personnes qui sont équipées. Ce qui fait qu'on doit trouver un moyen de contourner ces limites, et c'est les systèmes de téléalarme automatiques. Mais il est clair qu'aujourd'hui, malgré une croissance soutenue de la recherche, malgré l'enregistrement de plus de 100 brevets, il y a peu de résultats convaincants. Et ça, c'est probablement parce que c'est principalement des essais qui sont réalisés en conditions expérimentales ou en laboratoire et pas en conditions réelles. Et une technologie peut être efficace en laboratoire, ça n'en fait pas obligatoirement un dispositif qui est fiable dans la vie réelle. Ce qui fait que de nombreux appareils ont été retirés du marché parce que leur fiabilité était insuffisante, et aujourd'hui, on fait face pour ces dispositifs à des résultats décevants. Ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de géolocalisation. Alors, la géolocalisation, c'est via les GPS, ça permet de localiser une personne qui a chuté, mais également des personnes qui se sont perdues via la technologie satellitaire, et c'est aujourd'hui des précisions jusqu'à entre 100 et 5 mètres. Et ça permet également de développer des technologies moins stigmatisantes, donc plus facilement acceptées, comme des ceintures ou des montres bracelets. Mais ces systèmes ont également des limites. Tout d'abord, les revues de la littérature n'ont pas pu inclure des essais contrôlés randomisés sur la géolocalisation, donc c'est un niveau de preuve qui est moins grand. Et ça pose une véritable problématique éthique, puisqu'il faut trouver un bon équilibre entre la préservation de la liberté individuelle et le maintien de la sécurité, ce qui veut dire qu'en aucun cas, une personne ne doit pouvoir être tracée sans en avoir été informée au préalable. Et finalement, les avis positifs sont ceux de professionnels de santé. On a peu d'avis de patients eux-mêmes ou de proches, et ces derniers ont plutôt un avis négatif, puisqu'ils font l'analogie avec les puces qu'on peut mettre pour tracer les animaux, voire les bracelets électroniques qu'on met aux personnes qui ont des condamnations pour maintenir leur liberté. On peut également faire appel à de la domotique, là, pour identifier les chutes, alors soit par des systèmes d'analyse du profil d'activité, soit par des capteurs au sol, c'est-à-dire un sol actimétrique qui va détecter les pressions plantaires. Alors, c'est des systèmes qui sont encore coûteux, qui peuvent surtout être installés en EHPAD ou dans des logements neufs. Et surtout, on n'est pas en mesure aujourd'hui d'installer de tels sols actimétriques dans tout l'habitat, et notamment des zones, comme je disais tout à l'heure, à risque de chute, comme les salles de bain, ce qui fait que pour être détecté, il faut que la chute se produise au bon endroit, ce qui peut poser problème. Un des derniers systèmes, une des dernières technologies qui peut être utile, c'est tous les systèmes à base de vidéo. Alors évidemment, ça va poser de nombreuses difficultés techniques, que ce soit le contrôle du champ de vision, de la luminosité, de la vision dans l'espace. Et surtout, ça va également poser des problèmes éthiques du fait de l'intrusivité que ça impose. Et là, c'est peut-être en diminuant la définition de l'image, en étant sur des images très pixelisées, qu'on peut contourner cette limite. Mais en tout cas, ça nécessite un algorithme de levée de doute et une analyse multiparamétrique pour éviter les faux positifs. Et aujourd'hui, on peut noter qu'il y a peu de systèmes de vidéovigilance qui sont commercialisés. Alors pour conclure, aujourd'hui, il est sûr qu'il n'y a plus de limites techniques, plus de limites technologiques à développer ces nouvelles technologies. Pourtant, on voit que ces solutions peinent à s'implanter parce que la recherche est difficile, parce qu'il est également difficile de faire la preuve de l'efficacité et que dans la majorité des cas, elle n'est pas encore faite, parce que ça va également poser des problématiques éthiques qu'il ne faut pas négliger en ce qui concerne l'autonomie, en ce qui concerne l'intrusivité. Et ce qu'il faut, c'est que le gain apporté doit se mesurer en termes d'indépendance, de confort, de vie et de qualité des soins.
il faut que ces nouvelles technologies dans le domaine des chutes prennent en compte les besoins et les désirs des personnes âgées en s'adaptant à leur environnement familier, à leurs habitudes, sans que ça leur soit imposé. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, professeur Bloch, de cet exposé très, très complet avec beaucoup de possibilités extrêmement intéressantes, dont certaines se sont avérées être moins intéressantes que ce qu'on aurait pu escompter initialement, mais en tout cas, un panel très, très large par rapport à cela. Juste une petite précision, quand j'avais donné tout à l'heure l'exemple de cette personne qui a fait des fractures de vertèbres, enfin, c'était un homme et pas une femme, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Néanmoins, ça ne change rien à la conduite à tenir, telle que je l'ai indiqué, et au message que j'ai souhaité faire passer. Donc, y a-t-il des questions? Oui, Madame Labou a une question. On va l'écouter. Oui, désolée, je ne peux pas accaparer la parole, mais merci au professeur Bloch pour cette présentation. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, le fait que certaines technologies ne donnent pas encore de résultats. Il y en a peut-être des très positifs à attendre, mais on sait que ça fait à peu près une dizaine d'années, je parle pour les EHPAD, que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur la gestion des chutes, comment les éviter. Est-ce que vous, professeur, depuis toutes ces années d'expérience, vous avez vu une évolution dans la prévention et l'accompagnement des chutes en EHPAD? Effectivement, je pense que la première chose, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience de la nécessité de mettre en place des programmes de prévention dans les EHPAD qui soient multiples, qui soient à la fois qui tiennent compte du maintien de l'activité physique adaptée aux possibilités des résidents, mais surtout qui essayent d'utiliser les nouvelles technologies. La limite qu'on voit, c'est qu'effectivement, souvent, elles sont un peu démunies quant au choix des technologies à utiliser et souvent, on leur présente des technologies en leur présentant des résultats d'efficacité qui sont uniquement donnés à partir de tests en laboratoire. Et on voit que quand on l'implante dans la vie réelle, les résultats ne sont pas du tout les mêmes et donnent une fausse impression de sécurité. C'est un petit peu ce qui est dommage, c'est qu'on a du mal à mettre en place pour ces nouvelles technologies des possibilités de terrain d'expérimentation pour pouvoir prouver en vie réelle leur efficacité. C'est vraiment un des freins actuels aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Madame Labou, écoutez, vous allez reprendre la parole justement pour nous parler de former et prévenir en EHPAD, en nous indiquant que c'est possible, ce dont on ne doute pas, mais vous allez encore plus nous convaincre à l'issue de votre exposé, sans aucun doute. C'est à vous. Merci beaucoup. J'espère que le son n'est pas désagréable. Donc, effectivement, je vais vous parler de la prévention en EHPAD et plus précisément des équipes spécialisées de prévention inter-EHPAD qui ont été créées à l'initiative de l'ARS, notre agence, qui a lancé cet appel à projet fin 2019. Et donc, comme on parle bien que de ce qu'on connaît bien, je vais parler de l'ESPREV, l'équipe qui est portée par mon établissement en lien avec le CHU de Lille. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Ce matin, j'avais l'honneur et le plaisir de donner un cours dans le cadre du diplôme universitaire de médecin coordonnateur. Et c'est vrai que quand on voit toutes les missions que les médecins coordonnateurs doivent remplir, il y en a beaucoup qui concernent la prévention. Et il est vrai qu'il est très important de pouvoir les soutenir, les accompagner dans cette démarche. Et on voit ici toute l'utilité de ces équipes que je vous présente tout de suite. Alors, très rapidement, l'appel à projet de l'agence, de notre agence, concerne l'ensemble de la région. 14 équipes étaient prévues. Il y a eu des regroupements territoriaux pas plus tard que cette semaine. Donc, désormais, il y a 12 ESPREV sur notre région. Nous sommes actuellement la seule région à développer ce type d'équipe spécialisée en prévention inter-EHPAD. Et donc, je vais vous présenter celle du groupe hospitalier Los au Bourdin. Donc, elle est composée comme suit. Vous voyez, il y a différents professionnels. Il n'y a chez nous, pour le moment, aucun temps plein, mais chaque équipe ESPREV pouvait décider d'avoir, par exemple, un temps de coordinateur à 100%. Nous avons choisi de découper les temps entre différents professionnels. Alors, bien sûr, on a optimisé les professionnels qui sont déjà présents dans notre structure, mais on a aussi procédé à des recrutements extérieurs. En tout cas, ce panel nous permet d'avoir différentes compétences pour accompagner les thématiques cibles que nous a fixées l'Agence régionale de santé pour intervenir dans les EHPAD.
Donc, on apprécie beaucoup aussi d'avoir un temps de médecin MPR pour nous accompagner dans cette démarche. Alors, les risques prioritaires ciblés par l'agence dans l'appel à projet sont les 6 suivants. La chute, la mobilité, on voit bien le lien avec l'ostéoporose, les complications liées à la maladie de Parkinson, l'ostéoporose elle-même, la sarcopénie en lien, la contention, la dénutrition et les troubles de la déglutition et la douleur. Donc, ces cibles sont conformes à ce qui avait été identifié dans le plan régional de santé et conformes à certaines recommandations de la NESM. Donc, je ne vais pas, pour les professionnels de santé qui sont en face de nous, vous expliquer le lien entre ces différentes thématiques, mais vous devinez aisément que toutes ces thématiques sont en réalité extrêmement liées. Une contention peut provoquer ou participer à l'apparition d'une ostéoporose et par ricochet provoquer également une chute, également la dénutrition. Donc, toutes ces thématiques n'ont pas été choisies au hasard et ont du lien. Alors, les objectifs de l'ESPREV, c'est important de dire ce que peut faire l'équipe et ce que ne peut pas faire l'équipe. L'équipe ESPREV participe au développement de politiques de prévention sur ces thématiques dans les EHPAD, en participant au développement de la culture et de la démarche de prévention en structure, et ce de manière individuelle ou collective, en contribuant auprès de l'équipe via des formations, des actions adaptées ou la participation à l'organisation de la vigilance que doivent avoir les équipes et participer à la détection des risques au niveau des résidents. Il faut aussi, dans les missions de l'ESPREV, limiter les conséquences délétères de ces risques en prévenant leurs conséquences, et notamment sur un travail sur les actes de la vie quotidienne. Et enfin, l'ESPREV soutient le médecin coordonnateur, comme je le disais, via toutes ces missions qu'il doit remplir dans un EHPAD, mais également les médecins. Oui ? Madame Labou, nous n'avons pas votre présentation en fait. Alors, on comprend bien ce que vous dites, hein, mais c'est vrai que il y a des aspects un peu techniques. C'est vrai que ça serait mieux si, alors peut-être pas de repartir de zéro, mais de repartir de là où vous en étiez avec la présentation, donc avec le partage de connexion. C'est en bas, en vert. Alors, je vais recommencer donc le partage. Excusez-moi, je suis vraiment navrée. Alors, on était un peu embêtés parce que c'est toujours un peu délicat quand on est en présentation d'interrompre les gens, mais c'est pour ça qu'on s'est permis parce qu'il y avait un certain nombre de messages dans ce sens-là. Vous avez raison. Est-ce que là, vous voyez bien ? Oui. Alors, bon, du coup, je vais laisser comme ça parce que je sais que parfois la présentation diaporama saute. Donc, je ne reviens pas sur la première partie. Ça, c'est la présentation de notre équipe. Hein. Donc, ergothérapeute, coordonnateur, diététicien, EAPA, secrétaire MPR. Les fameux 6 risques prioritaires ciblés. Comme je vous le disais, ce que fait l'ESPREV, et j'en étais à cette slide-ci, sur le fait que l'ESPREV a pour 4e objectif de soutenir les médecins coordonnateurs, mais aussi les médecins traitants dans la mise en place de démarches de prévention. Et oui, la prévention en EHPAD, ça existe et c'est possible. Et enfin, la dernière mission de l'ESPREV, c'est de participer à la diminution du recours aux hospitalisations en urgence. Et hors urgence, on sait bien que si ces risques prioritaires que j'identifiais tout à l'heure sont accompagnés au long cours, cet accompagnement aura évidemment un impact sur le séjour en EHPAD, mais aussi hospitalier d'une personne. Donc, en fait, vous avez bien compris à travers cette présentation que les ESPREV ne font pas à la place des professionnels et n'accompagnent pas les résidents à la place des professionnels. Ils sont en soutien, éventuellement à l'occasion de l'analyse d'une situation concernant un résident, ils vont pouvoir donner des conseils, mais en aucun cas, cette équipe intervient au chevet des résidents. C'est aussi en lien avec le fait que cette équipe intervient avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, dire comment faire, mais simplement soutenir, accompagner, participer à l'accompagnement des EHPAD qui sont, comme vous le savez, en effectif restreint, de temps médecin co, de temps infirmier, de tous les temps en fait, et qui ont beaucoup de missions à remplir. Et on se fixe tous beaucoup d'objectifs pour nos aînés, on veut correctement les accompagner. Et la prévention, qui est le parent pauvre de encore en France, même si on s'améliore, a vraiment besoin de ce type de soutien. Alors, ça, je reviens donc à la présentation. Donc, l'ESPREV intervient, accompagne non seulement les professionnels de terrain, comme on le disait, les soignants, mais également les intervenants libéraux, mais aussi les directions, puisqu'il y a une démarche gestion de projet, vous l'aurez compris, et je vais vous le démontrer, qui accompagne toutes les interventions de l'ESPREV.
Donc, la façon dont on intervient très concrètement, on commence dans tous les EHPAD. Donc, nous, on en a 48 au niveau du groupe Hospitaliers-Saut-Bourdin avec notre équipe. On intervient d'abord avec un autodiagnostic, c'est-à-dire que chaque EHPAD fait son autodiagnostic concernant les 6 risques prioritaires qui ont été identifiés. Éventuellement, on les accompagne pour réaliser cet autodiagnostic parce que, bon, voilà, il y a parfois peut-être des questions qui peuvent poser question, justement. On identifie quels sont les sujets prioritaires. Les 6 thématiques seront traitées. Pour autant, il y a peut-être des sujets qui sont plus prégnants que d'autres. Et ensuite commence le travail de l'ESPREV dans sa dynamique telle que je vous l'ai présentée, c'est-à-dire en conseillant, en accompagnant, en soutenant, et en formant les équipes. Pour ce faire, les ESPREV ont des outils très pratico-pratiques, clés en main, une malle d'outils et ce qu'on appelle un Stumple. Rien ne vaut pour aider nos équipes en EHPAD qui sont débordées que de leur fournir des outils clés en main qu'on leur présente et qu'ils peuvent ensuite utiliser à souhait. Et donc, il y a aussi des ateliers qui sont proposés pour faire la démonstration de ces différents kits, de ces différentes méthodes. Alors, voilà, je vous le disais, on a entre 46 et 48 EHPAD, on analyse le diagnostic, on échange avec l'EHPAD en direct après la réalisation du diagnostic et on se fixe des objectifs et surtout un plan d'action. Donc, on fait tout ça, évidemment, avec l'ensemble des acteurs de l'EHPAD qui auront été sélectionnés au préalable par leur envie d'y travailler, mais également en lien, évidemment, avec le médecin coordonnateur, le directeur et l'IDEC notamment. Et puis, commence donc ce travail pour identifier les objectifs et le plan d'action. Et en gros, un autodiagnostic, ça ressemble à cela. Donc là, par exemple, on vous a mis un extrait d'une partie du questionnaire autodiagnostic qui concerne les risques liés à l'ostéoporose, mais aussi aux troubles de la déglutition et aux problématiques de constipation avec la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez, c'est un questionnaire qui comprend en réalité plusieurs pages. L'EHPAD répond et puis au cours d'une séance avec l'ESPREV, on intervient en contradictoire pour reposer les questions, pour les faire préciser. Ensuite, on établit ce qu'on appelle un arbre décisionnel qui fixe les objectifs principaux. Donc, l'objectif général est ici et ensuite les objectifs spécialisés. Et donc, on identifie si l'EHPAD et l'ESPREV sont d'accord toutes les deux pour identifier si c'est un risque prioritaire ou pas. Et ensuite, on décline en objectifs très opérationnels, en fait. Donc, on voit des actions. Là, par exemple, sur l'objectif spécifique, augmenter les compétences des professionnels au sein de l'EHPAD pour améliorer la prise en charge de la dénutrition et des troubles de la déglutition des résidents. On voit par exemple un objectif opérationnel, poursuivre la formation des professionnels de l'EHPAD avec l'Institut Pasteur de Lille. Et là, on voit que cette réalisation, elle est assumée à la fois par l'EHPAD, mais aussi par l'ESPREV. Il y a parfois certaines actions que l'ESPREV va mener en propre, comme par exemple organiser une formation flash, ou d'autres actions qui concernent purement l'EHPAD. C'est le cas, par exemple, de la 4e action, mettre en place un partenariat avec un dispositif existant sur le territoire afin d'améliorer la santé bucco-dentaire des résidents. Ça, c'est un sujet qui revient souvent. Donc, chaque EHPAD qui a été rencontré, qui a fait son diagnostic, qui en a discuté de manière contradictoire, a ce type de document qui reprend par thématique les différents objectifs. L'ESPREV, dans la poursuite de son accompagnement, alors ce n'est pas très lisible dans ce que vous voyez, mais il faut retenir l'idée qu'il s'agit d'un calendrier de déploiement de toutes ces actions. Et par exemple, les actions qu'on évoquait tout à l'heure, on les a listées dans ce tableur Excel en donnant des objectifs de date de réalisation. Bien sûr, encore une fois, ceci est fait avec les acteurs de l'EHPAD et dans une dynamique de partage, de coportage et certainement pas dans une dynamique de contrôle. Donc voilà grosso modo le type d'outils pratico-pratiques qu'on peut remettre sur de la gestion de projet. Et puis ensuite, l'ESPREV reste toujours en lien avec là où les EHPAD concernés par telle ou telle thématique et se fixe de toute façon pour objectif de faire un point d'étape à 6 mois pour évaluer si toutes les actions qui étaient prévues ont pu être mises en place, si pas, pour quelles raisons, comment on peut ajuster. Et là, on renouvelle aussi le diagnostic parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on identifie tout d'abord ce qui est prioritaire pour l'EHPAD et il y a d'autres risques qui restent sur le côté, entre guillemets, et dont on sait qu'on va les reprendre ultérieurement. Alors, pour mémoire, les ESPREV ont donc été lancés fin 2019 dans l'appel à projet.
Certaines ont été recrutées, comme c'est le cas au groupe hospitalier Hauts-Bourdin, dès début 2020. Tout le monde sait ce qui est arrivé en 2020 et ce qui nous arrive encore aujourd'hui, c'est la crise Covid. Donc, malheureusement, les ESPREV n'ont pas pu déployer l'ensemble de leur activité en 2020. Ce n'est que depuis 2021 qu'elles peuvent réellement déployer l'ensemble de leurs compétences. Donc, elles étaient initialement prévues pour 3 ans. Il y aura un point d'étape fin 2023, mais nous espérons et nous avons bon espoir que ces équipes seront prorogées et voire pérennisées. Donc, on a toujours plein d'idées pour développer notre action, notamment faire des actions entre différents EHPAD. Ça ne sert à rien de démultiplier la même formation sur plusieurs EHPAD. Ça ajoute à la complexité d'organisation. Autant réunir plusieurs EHPAD sur un même territoire ensemble. Ça permet l'échange de pratiques. Il faut aussi que nous puissions communiquer sur nos résultats à venir. Je vous l'ai dit, c'est encore un peu trop tôt. L'idéal serait de pouvoir développer la pluridisciplinarité en équipe et pourquoi pas avec l'ajout d'une compétence infirmière. Mais ça, évidemment, cela dépend des crédits. Et puis, en fait, l'objectif également final, c'est de développer l'autonomisation des EHPAD dans la gestion, la mise en place de leurs programmes et actions de prévention. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop gâché cette présentation par ce démarrage un peu chaotique et je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Donc, avant qu'il y ait éventuellement peut-être des questions spécifiques, il y a d'autres questions qui arrivent que j'ai mieux peut-être qu'on traite maintenant. Donc, il y a une première question d'une personne qui a présenté tout d'abord une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, qui a été prise en charge donc sur un plan orthopédique et qui, par la suite, a présenté consécutivement une chute, une fracture des poignets. Donc, visiblement, on a simplement dit que les fractures allaient consolider, ce qui n'est pas faux, mais cette personne, à juste titre, s'interroge quant à savoir s'il y a d'autres choses à faire. Donc, je vais donner la parole au professeur Bloch. Au préalable, je vais répondre en tant que rhumatologue. Donc, il s'avère que tant la fracture de l'épaule que la fracture des poignets sont des fractures qui peuvent être sous-jacentes à la présence d'une fragilité osseuse. Il y a lieu d'effectuer un minimum d'examens dans ce cadre-là, et notamment une densitométrie osseuse. Et il y a des recommandations extrêmement précises quant à savoir, dans ces circonstances, en fonction des caractéristiques de la fracture, le siège, en fonction des circonstances survenues de cette fracture, en fonction du résultat de la densitométrie osseuse, s'il est licite de mettre en œuvre un traitement pour permettre de consolider les os et d'éviter la survenue ultérieure d'autres fractures vertébrales, de hanches, du bassin ou que sais-je. Donc voilà pour la partie un petit peu rhumatologique. Et pour la partie chute, je vais donner la parole au professeur Bloch et je lui donnerai également sur un autre exemple. Oui, merci. Donc, effectivement, la survenue de ces différentes fractures témoigne de la survenue de chutes à répétition, et effectivement, il y a de nombreuses mesures à mettre en place sur un programme qui doit s'intéresser à différentes cibles. Tout d'abord, essayer de maintenir une activité de l'activité physique. Alors, l'activité physique, ça doit être adapté aux possibilités. Ça peut se faire soit avec un professionnel comme un kinésithérapeute ou des ateliers spécifiques qui sont organisés pour les seniors. Il faut aussi maintenir une bonne alimentation, un bon équilibre nutritionnel, avoir une attention particulière sur la qualité du chaussage, l'état des pieds, tous les facteurs extrinsèques que concernent les obstacles au domicile, essayer d'avoir un aménagement adapté, essayer de voir avec son médecin traitant si les médicaments ne sont pas des sources de chute et voir s'ils peuvent être adaptés. Donc, c'est bien une prise en charge globale qu'il doit faire, et en tout cas ne pas banaliser une simple chute ou considérer que si une fois que les conséquences traumatologiques ont été prises en charge, le problème est réglé. On ne vous entend pas là. Vous avez C'est logique, j'avais coupé le son, merci beaucoup. Donc là, je vous la lis, c'est un exemple très concret, mais qui illustre bien la problématique. Notre maman est en maison de retraite, on l'a installé un fauteuil roulant car elle tombe beaucoup. Le kiné l'avait très bien rééduquée, mais malheureusement, elle a perdu la marche. Mais cette personne dit que sa maman, en fait, marche très bien quand on lui donne le bras. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on conseille de faire, et notamment, il y avait des questions quant à une éventuelle reprise de la kinésithérapie.
Alors, effectivement, si ces personnes, quand elles rendent visite à leur mère, peuvent lui proposer des promenades accompagnées parce qu'effectivement, cet entretien physique, il est de tout moment. S'il est possible de reprendre des séances d'entretien musculaire et de marche avec un kiné, ou parfois, il y a de plus en plus dans les EHPAD, l'organisation d'ateliers spécifiques, soit équilibre, soit marche, soit prévention des chutes, avec une activité adaptée. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Y a-t-il par ailleurs des questions concernant la communication de Madame Labou, là qui vise beaucoup plus à l'organisation générale, qui est quelque chose de très complémentaire par rapport aux premières présentations qui étaient plus sur des sujets clics, si je puis dire. Alors, j'en ai pas dans les questions, mais peut-être que certains des panélistes souhaitent poser des questions à Madame Labou. Bien, donc les questions viendront peut-être par la suite, et je vais donc donner la parole maintenant à Madame Metchkoun, qui va nous faire une présentation concernant les patients à haut risque de chute, avec l'intérêt de la mise en œuvre d'une équipe pluriprofessionnelle en complément de la prise en charge en libéral. Donc, on vous écoute avec intérêt et attention. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Du coup, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien le PowerPoint. Oui, c'est bon, on le voit. Parfait. Alors, donc moi, je suis infirmière coordinatrice. Pardon, de peut-être vous mettre en plein écran, on verra encore mieux. Alors, attendez. C'est mieux comme ça? Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, donc moi, je suis infirmière coordinatrice à l'ESPRAD, donc l'équipe spécialisée dans la prévention et réadaptation pour les chutes à domicile. Donc, notre équipe donc, a répondu à l'appel à projet de l'ARS il y a environ 10 ans, donc, qui est porté par le GHICL. Alors, donc nous, on intervient pour trois types de publics, donc les personnes qui ont une maladie de Parkinson et apparentée, les personnes à risque de chute de plus de 60 ans et les personnes présentant une sclérose en plaques, en sachant que nous, on intervient exclusivement à domicile. Donc nous intervenons sur toute la métropole lilloise, donc sur les 118 communes, et en sachant que maintenant, il existe 17 ESPRAD dans toute la région Hauts-de-France. Donc dernièrement, donc, depuis le 1er janvier 2020, il y a des autres ESPRAD donc, qui ont vu le jour depuis 1 an et demi. Notre équipe se compose donc de moi, qui suis à temps plein, de ma collègue ergothérapeute coordinatrice qui est là à 60%. Donc, nous avons 3 ergothérapeutes, nous avons une psychomotricienne, nous avons une neuropsychologue qui est là environ une journée par semaine, une diététicienne qui est là aussi environ une journée par semaine et un psychologue qui est là à mi-temps. Donc, comme vous pouvez le voir, les intervenants principaux, ce sont vraiment l'ergothérapeute et la psychomotricienne. Donc là, je vais vous présenter brièvement comment se passe notre intervention. Donc déjà, la sollicitation peut se faire donc, par la personne elle-même, par le médecin traitant, par une assistante sociale, par les gériatres, les MPR, les neurologues hospitaliers également. À partir du moment où il y a la sollicitation, il y a la coordinatrice qui prend contact avec la personne donc pour faire une visite initiale, donc durant laquelle en fait on refait tout le parcours de santé. On essaye de voir vraiment sur quel objectif l'ESPRAD peut atteindre. Après donc l'évaluation, donc du coup nous faisons des synthèses où on met en place les séances avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc en général on fait 1 à 2 séances par semaine, donc ergothérapeute, psychomotricienne et s'il y a besoin les autres professionnels. On intervient environ pendant 2 à 3 mois et on peut aller jusqu'à 18 séances par an. Notre intervention est prise en charge par la sécurité sociale. Donc, du coup, la personne chez qui on intervient
n'a pas besoin de nous rémunérer. Au cours de notre intervention, donc, on préconise beaucoup de conseils où il y a beaucoup de mise en situation, notamment de l'ergothérapeute par rapport à la prévention des chutes. Une fois que notre intervention est terminée, on envoie un compte-rendu donc, qui est envoyé au médecin traitant, au spécialiste, à la personne, au kiné si besoin. Et une fois que notre intervention est terminée, nous faisons un appel de suivi 3 mois après notre intervention. Comme je vous disais, donc on peut aller jusqu'à 18 séances. Souvent, on ne va pas jusqu'aux 18 séances. On laisse un peu de séances justement pour le suivi à 3 mois. Comme ça, si jamais il y a une nouvelle perte d'autonomie, par exemple, pour que l'ergothérapeute puisse de nouveau intervenir. Donc, l'ergothérapeute, en fait, au cours de son bilan, donc, elle essaye de repérer tous les facteurs de risque de chute. Donc, par exemple, les facteurs de risque de chute prédisposants. Donc, on voit par rapport à la polymédication, les pathologies, la dénutrition, les facteurs de risque précipitants, s'il y a eu de l'hypotension orthostatique, par exemple, si la personne porte bien ses bas de contention. On revoit les facteurs de risque comportementaux, notamment la prise de risque dans les activités de la vie quotidienne, parce que parfois, il y a certaines personnes qui ont tendance à monter sur l'escabeau pour nettoyer ses fenêtres, par exemple, ce qu'on voit assez souvent. Le port de chaussage non adapté également, comme on a vu tout à l'heure, c'est vrai que là aussi, il y a un grand risque de chute. Donc, du coup, quand c'est comme ça, l'ergothérapeute préconise donc des chaussures type chup et on voit avec le médecin traitant pour avoir une prescription. Et l'ergothérapeute, elle revoit également donc, tous les facteurs de risque environnementaux du domicile. Donc, s'il y a présence d'une marche à l'entrée, présence d'une baignoire non adaptée, s'il y a besoin de poser des barres d'appui, s'il y a besoin de revoir l'aide technique à la marche, par exemple. Alors, donc là, ce sont tous nos objectifs principaux. Donc, la réautonomisation de la personne dans ses activités de la vie quotidienne. La gestion des symptômes, donc notamment la douleur avec la psychomotricienne. L'action sur le schéma corporel, donc là c'est pareil, c'est la psychomotricienne qui s'occupe de ça. Comme je vous disais avec l'ergothérapeute, donc les conseils en aide technique et aménagement du domicile. Évaluation des capacités cognitives avec notre neuropsychologue. Conseil adaptation alimentaire pour la diététicienne, donc pour des patients qui ont du diabète ou qui ont également de l'ostéoporose. Un suivi psychologique ponctuel s'il y a besoin avec notre psychologue. Et au cours de notre intervention, on essaye de voir s'il y a besoin de faire des relais, donc par exemple en consultation mémoire ou avec la filière gériatrique ou avec la filière MPR, en médecine physique et de réadaptation. Donc, du coup, là, j'avais mis ce diapositif. Il ne faut pas banaliser la chute, puisqu'effectivement, la chute, c'est un cercle vicieux pour les personnes qui chutent à répétition, puisque après, on a un syndrome post-chute, la baisse de la confiance en soi, baisse des activités, baisse de la mobilité, donc sédentarité. Donc là, c'est tout ce qu'on reprend au cours de notre intervention. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'alimentation avec la diététicienne. On revoit tous les dangers du domicile, donc avec l'ergothérapeute. Donc la tristesse de l'humeur avec notre psychologue. On revoit la peur de tomber, donc avec la psychomotricienne, également l'ergothérapeute. On revoit les conduites à risque. On essaye de conseiller aussi sur l'activité physique adaptée. On revoit les médicaments et le chaussage. Donc là, ce sont les conseils et interventions de la diététicienne donc par rapport à l'ostéoporose. Donc dès qu'on sait à l'ESPRAD qu'il y a un patient qui a une ostéoporose, donc on lui propose systématiquement le passage de la diététicienne qui fait environ 3 visites, qui donne comme conseil donc privilégier une alimentation équilibrée, plus de fruits et de légumes, de viande, de fromage, veiller à des apports en calcium et en vitamine D suffisants. Donc là aussi, on peut faire un lien avec le médecin traitant justement pour une supplémentation en vitamine D justement si ce n'est pas le cas. Limiter le cumul du sel et les aliments riches en sel, limiter la consommation d'alcool et de café et avoir une alimentation riche en minéraux.
Voilà le genre de conseil que la diététicienne peut faire. En général, ce qui se passe avant qu'elle fasse la première visite, on remet à la personne donc une feuille de suivi alimentaire où la personne qui est suivie note sur la semaine tout ce qu'elle mange. La diététicienne, donc, elle fait une analyse et à partir de là, du coup, elle donne les conseils appropriés. Merci à tous de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'intervention de l'ESPRAD. Merci beaucoup pour à la fois cet exposé très complet, très clair et très didactique, puis merci également par rapport à ce programme. Alors, j'ai juste une petite remarque par rapport à l'intervention de la diététicienne, ce qui est une très bonne idée. Je suis un petit peu réservé par rapport à cette histoire d'alimentation alcalinisante, qui est un terme qu'on voit beaucoup apparaître, mais qui n'a pas un substratum physiopathogénique très développé. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant de déconseiller à des gens âgés qui aiment bien le fromage de ne pas en manger. Et c'est assez antinomique par rapport au fait qu'on doit augmenter les sources de calcium. Enfin bon, c'est un point de détail. Sinon, peut-être que le professeur Bloch a quelques remarques à chaud à faire sur ce programme. Je pense qu'il est important de dire, c'est qu'on est vraiment dans une prise en charge multithématique qui fait intervenir des différents professionnels, et c'est vraiment de cette manière-là qu'on sera efficace dans la prévention des chutes. On sait bien que si on fait une prise en charge tournée sur un seul élément, on ne sera pas efficace. Donc, l'idée, c'est de pouvoir diffuser, de pouvoir intervenir au domicile pour toucher une plus large population. Merci beaucoup, c'est vraiment un très beau programme. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure, donc pour que ça soit un peu dynamique, je pense que c'est pas mal de faire des exposés, des questions, des exposés. Donc, il y en a une, et je vais demander à Corinne, qui d'ailleurs souhaitait avoir la main, mais comme ça, elle va l'avoir doublement, si elle acceptait de répondre à cette question. Donc, je vous livre simplement le petit cas clinique. J'ai 4 tassements vertébraux, donc sur 4 vertèbres. M'a dit le radiologue, puisque cette personne a fait une radiographie de pulmon, 54 ans. La question est de savoir que faire. Et puis après, si tu as d'autres questions, un commentaire, bien sûr, on te laissera y répondre. Bon, que faire? Je vais faire une réponse qui ressemble à la tienne tout à l'heure. Consulter un rhumatologue pour faire le point sur ses vertèbres, vérifier qu'il n'y ait pas une maladie autre que de l'ostéoporose qu'il faudrait prendre en charge à titre précis. Une maladie qui serait la cause de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une fragilité osseuse qui, la plupart du temps, survient après la ménopause chez les femmes, l'andropause chez les hommes. Mais ça peut être une maladie qui survient avec d'autres maladies. Bon, je ne vais pas en citer, je peux en citer une, tiens, très simple, hyperparathyroïdie primitive, par exemple, et bon, à oublier le nom, ce qui peut déboucher sur un traitement spécifique. Voilà. Donc, oui, consulter un rhumatologue qui va faire un bilan. Voilà la première chose la plus importante. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas rester inerte par rapport à ça. Pour absolument, absolument. Et sinon, voilà. Tu avais levé la main au préalable. Donc oui, j'avais levé la main pour remercier la personne qui vient de nous faire cette belle présentation et illustrer, suite à l'intervention de la diététicienne, ce que pourrait être l'éducation thérapeutique. Notre diététicienne travaille également avec un semainier alimentaire, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les personnes notent ce qu'ils ont bu, mangé, etc. Il y a un tout petit questionnaire sur le sel, l'alcool, etc. Et en fait, là où l'attitude éducative va arriver, c'est qu'on va tenir compte de la personne. Qui est-elle? Que veut-elle? Que croit-elle? Et comment la motiver pour changer ce qui a changé. Et il va y avoir une discussion qui va s'établir et la diététicienne, dans ce cas présent, va voir, par exemple, cette personne ne mange pas assez de calcium. Comment on va pouvoir changer ça? Et on va regarder ce que boit la personne. Elle va dire, ah oui, moi, les eaux calciques, j'aime bien, on va rajouter ça. Elle va vous dire, on n'aime pas ça. Vous allez, par exemple, dans l'Aisne, les gens ne sont pas très riches. Proposer dans les sardines, il y a beaucoup de calcium et les gens adorent ça. Enfin, c'est une expérience qu'on a nous alors. Par exemple, ça peut être une façon acceptée par les gens de modifier leur alimentation. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Les gens dont on repère qu'ils ont des problèmes de surpoids ou de dyslipidémie, on va essayer, on ne va pas leur conseiller de manger du fromage, on va essayer de trouver le calcium d'une autre façon. L'intérêt, ça va être de faire accepter la chose à la personne, de le choisir ensemble, que la personne se l'approprie et qu'elle ait envie d'adhérer à ces mesures.
voilà, donner des consignes, ça va pas marcher dans une bonne partie des cas parce que ça correspond pas forcément à ce que les gens veulent. Et c'est ça l'attitude éducative. C'est partir de la personne. Bien sûr, on n'est pas naïf, hein, on sait très bien où on veut l'emmener, mais l'y emmener en tenant compte de ce qu'est cette personne, ce qu'elle veut. Si la personne est persuadée que manger du lait de vache, c'est pas bon, ben on va pas l'embêter avec le lait de vache, on va lui dire lait de brebis ou d'autres choses. Voilà, par exemple, hein, on va pas insister sur des choses où la personne manifestement n'adhérera pas. On essaie de l'accompagner là-dedans. Mais encore une fois, on n'est pas naïf, on sait où on veut aller. Dans l'intérêt de la personne, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire important, extrêmement pratique, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, on l'a déjà dit, et donc voilà, l'écoute empathique, enfin tout ça, c'est des termes qui ont bien évidemment leur importance dans un domaine ou pour une maladie, encore une fois, qui n'est pas toujours bien reconnue dans la population et même parfois au sein des pouvoirs publics. Alors, il y a une autre question que je vous lis, à laquelle je vais tâcher de répondre. Notre mamie a le dos très voûté, elle souffre beaucoup, on dit qu'il n'y a rien à faire, on lui donne de la vitamine D, que faire? Donc, je crois que la première chose, c'est quand même d'essayer de comprendre pourquoi cette dame a le dos très voûté et donc d'effectuer des radiographies. Donc, il y a plusieurs causes à cela, ce qu'on appelle une syphose ou une hypersyphose. Donc, ceci peut parfois correspondre à la survenue à un moment X ou Y de fracture vertébrale. Et si c'est le cas, il faut connaître l'étiologie de ces fractures et on revient un petit peu à la problématique qui a été évoquée précédemment et à laquelle Corinne Thévenon a répondu. Pour autant, il y a des gens qui ont une syphose excessive et qui n'ont pas de fracture de vertèbre pour différentes raisons. Et là, très clairement, la rééducation a toute sa place avec différentes méthodes d'auto-agrandissement, etc., pour au minimum faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Et ceci peut avoir aussi un impact important sur la douleur. Et ce point est d'autant plus important que l'hypersyphose favorise volontiers des douleurs un petit peu sur tout le rachis, puisque pour compenser, pour voir quelque chose, c'est des gens qui ont une hyperlordose au niveau cervical et peut constituer également un facteur de risque de chute. Donc, il est clair qu'il ne faut pas rester inerte par rapport à ça, encore une fois, et qu'il y a un certain nombre de choses à faire, comme ceci a été indiqué. Je ne sais pas si d'autres veulent s'exprimer d'ailleurs par rapport à ça. Je vois d'autres questions que m'a transmises Françoise Alliot-Launois. Alors, donc là, il y a une question concernant une patiente qui est asthmatique, qui reçoit de la cortisone. Alors, je ne sais pas si c'est de la corticothérapie inhalée ou Péros. Et donc, la question est de savoir que faire. Donc, il est clair que l'asthme, qui est une maladie inflammatoire, comme toutes les maladies inflammatoires, est un facteur de risque bien connu d'ostéoporose. Ceci est volontiers aggravé par le fait que pour soigner cette maladie, et c'est quelque chose d'utile, on peut être amené à proposer alors le plus souvent de la cortisone de manière inhalée, parfois également dans les formes les plus sévères de la cortisone par la bouche. Et cette cortisone constitue un facteur de risque osseux bien connu, qui nécessite donc une évaluation osseuse avec la réalisation notamment d'une densitométrie osseuse. Et il y a également dans ce cadre-là des recommandations établies par un certain nombre de sociétés savantes qui ont été publiées en 2014, indiquant les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de mettre en œuvre un traitement spécifique à visée osseuse afin d'éviter qu'il n'y ait des complications osseuses de cette corticothérapie qui peut engendrer un certain nombre de fractures, notamment au niveau des vertèbres, ce qui pose problème, bien évidemment, chez des gens qui ont déjà au départ des problèmes respiratoires. Y a-t-il d'autres remarques ou commentaires par rapport aux exposés des uns et des autres? On va avancer. Donc, la dernière partie va être consacrée au point de vue des associations. Donc, France Association Santé Hauts-de-France, également la FLAR, en sachant que pour la FLAR… Bernard, oui. Bernard, j'ai une petite connexion, cher professeur Cortet. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, mais c'est un peu fluctuant, mais on t'entend.
Bon, tout d'abord, je veux saluer tout le monde, et en particulier toi, Bernard, et tous les intervenants, pour la qualité des interventions. C'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, les questions continuent d'arriver. Je les ai transmises, bien évidemment, et merci d'avoir répondu très clairement à ces questions à la suite des conférences. Et donc, surtout, ce que je tiens à dire, c'est vraiment, comme nous sommes touchés de voir cette préoccupation autour des malades atteints d'ostéoporose et de leurs proches, de leurs familles qui sont là aussi, autour d'eux pour certains en ce moment même. Donc, c'est vraiment très important et vraiment merci de la part de l'association de malades AFLAR de porter ce sujet de cette façon-là, Bernard. Mille merci de cela. J'espère que vous m'entendez. Juste Françoise, donc je reprends la parole. Du coup, est-ce qu'on a une communication de France Association, enfin de Santé Hauts-de-France? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient? Est-ce qu'il est prévu que quelqu'un intervienne? Je pense que là, nous allons pouvoir conclure ensemble. Je te laisse conclure. Voilà, absolument. Donc, le temps a passé très, très vite d'ailleurs. Mais je pense que nous pouvons apporter des éléments à la conclusion après ces sujets qui impliquent à la fois les communautés de soins et à la fois les communautés de patients, parce qu'on voit bien qu'il y a des efforts à fournir de part et d'autre pour pouvoir améliorer le sort des malades. Je crois que c'est ça aussi le sens de ces conférences. Tout à fait. Il y a également une autre question que tu m'as transmise, donc on va essayer d'y répondre. Ah oui. Concernant c'est très pratique et pragmatique, mais on est là pour y répondre encore une fois. Concernant le nombre de yaourts à consommer par jour, donc la question est de savoir si c'est 2 ou 4. Globalement, ça peut être des yaourts, mais ça peut être autre chose. Dans la frange d'âge qui nous intéresse, c'est-à-dire au-delà de 70 ans, bon, théoriquement, les apports recommandés, c'est 1200 mg de calcium. Vous allez me dire, ce n'est pas très parlant. Je vais essayer de donner des choses un peu plus parlantes. Dans un yaourt, il y a 160 mg. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile de consommer 4 yaourts forcément par jour. L'idée, c'est de faire en sorte que les apports calciques soient à peu près corrects. Alors, c'est compliqué d'arriver à 1200 mg, mais l'idée, c'est plutôt d'arriver quand même à 1 gramme. L'intérêt des produits laitiers dont on a parlé, et particulièrement des produits fermentés comme les yaourts, c'est qu'au-delà des apports en calcium, ça apporte également d'autres nutriments. Et c'est vrai que le niveau de preuve le plus élevé en ce qui concerne la prévention de l'ostéoporose et la prévention des fractures concerne ces produits fermentés, mais aussi également les fromages. Et sachant qu'une source potentielle complémentaire est là qui n'apporte que du calcium, mais qui peut être importante, ce sont les eaux minérales, du moins certaines d'entre elles, comme l'eau d'Épar, de Courmayeur ou eau de Contrex, c'est à moins de degrés, eau de Vittel. Voilà, donc moi j'ai été ravi, encore une fois, d'animer cette réunion. Merci beaucoup aux oratrices et aux orateurs avec des sujets extrêmement complémentaires, à la fois avec des sujets pratiques, cliniques, et puis aussi des sujets organisationnels, et ce qui est évidemment un point très important. Donc, je te laisse la parole, Françoise, pour le mot de la fin. Vraiment, Bernard, mille merci de cette animation d'une part, et puis d'avoir distribué des questions parfois un petit peu difficiles, mais qui nous montrent qu'en effet, il y a une grande importance pour les patients et leurs proches à recevoir des informations. Ils sont avides de ces informations, ils sont avides. Alors l'éducation, ça peut poser un problème parce qu'on voit bien que ce mot d'éducation n'est pas toujours très bien perçu, mais pour autant, je crois qu'il y a des contenus là qui sont passionnants dans ce webinaire, et où on voit que chacun a des missions très importantes, des compétences qui se croisent, et c'est ça, je crois, qui est important pour nous, c'est de dire qu'au fond, c'est aussi l'affaire de tous, de travailler ensemble, et tu en es exemplaire, Bernard, je t'en remercie beaucoup, ainsi que tous les intervenants qui sont intervenus sur des sujets très différents,
mais qui intéresse véritablement très grandement les praticiens. On a des praticiens qui nous écoutent en ce moment et qui souhaitent avoir eux aussi des éléments très tangibles pour dialoguer avec leurs patients. Là, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, donc des infirmières. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit aussi porteur, dans la mesure du possible, de ces échanges, de ce dialogue. Et puis, évidemment, pour les patients, il y a des enfants de patients aussi qui sont là. Et je crois qu'ils ont, en tout cas, ils sont intéressés au domaine pragmatiquement, à recevoir des conseils, à comprendre les enjeux. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, je trouve, de façon remarquable. Donc vraiment, merci de tout cœur à toi, Bernard, et à tous les conférencières et conférenciers, au nom des patients. Et merci à l'équipe de Marie-Hélène Brun, Pierre Ken, Laetitia Roman, qui nous ont entourés, encadrés et soutenus pour pouvoir faire une réussite de ce moment. C'est très précieux. Merci à tous. À bientôt. Bon après-midi, et puis également un grand merci, je l'ai dit au départ, à l'ARS Hauts-de-France, avec laquelle nous travaillons sur différents projets, pas uniquement celui-ci depuis maintenant 2 ans, et qui nous soutient énormément, ce qui est un élément extrêmement important. Très bon après-midi. Au revoir. Tout à fait. Merci à l'ARS Hauts-de-France. Merci au ministère des Solidarités et de la Santé. Merci à tous.